En 1892, Étienne Jules Marais, homme de science et artiste, filmait sa toute première image dédiée aux sourds. Elle leur disait, pour une lecture labiale, « Je vous aime ». Aujourd'hui, en France, il y a environ 5 millions de déficients auditifs, dont à peu près 300 000 qui sont sourds de naissance. Si chacun dispose d'une perception approximative de la surdité dans la vie quotidienne, ses conséquences dans le monde du travail sont le plus souvent méconnues. S'entendre avec les sourds montre le parcours de 6 personnes sourdes de naissance pour trouver leur place dans le monde professionnel. Laetitia a 37 ans. Elle a suivi sa formation dans une école d'entendants, ce qui impliquait pour elle une surcharge de travail pour pouvoir suivre les cours comme les autres. Aujourd'hui, podologue en Seine-et-Marne, elle est à son compte depuis 8 ans. Oui, la difficulté des sourds, d'être sourd, je compare toujours avec la difficulté d'être aveugle. Être aveugle, parce que pendant longtemps, j'ai eu une très bonne amie qui était sourde et aveugle. Et on en parlait beaucoup. Et elle expliquait, d'après elle, qu'étant aveugle, c'est une certaine classe. Ça se voit tout de suite dans la rue, tout de suite, on va aider la personne. Mais une personne sourde, ça se voit pas. Alors quand il y a un problème, et surtout, la personne sourde, comme c'est une personne qui ne capte pas l'information, donc on a toujours un retard par rapport aux entendants, ben, en premier, on nous prend pour des idiots avant d'être sourds. On est d'abord considéré comme un retard mental ou une débilité mentale avant de nous prendre pour un sourd. Or, un sourd, c'est pas forcément un idiot, quoi. Et c'est ça les grosses difficultés. Alors qu'on a tendance à dire, la podologue, oui, mais elle est sourde. Ah, elle est sourde. Ah oui, mais... je préfère continuer ailleurs. Comme je ne savais pas trop où m'attaler, j'ai commencé à chercher à racheter une clientèle en me disant que ça serait peut-être plus difficile pour moi de créer tout seul une clientèle, comme on n'entend pas au téléphone, pour créer sa clientèle. Donc je me suis dit, racheter une clientèle dans un cabinet médical. Je vais faire un essai. Donc j'ai cherché un petit peu. Et un jour sur Paris, je rencontre une podologue qui vendait sa clientèle. On réfléchit, on en parle avec mes preuves, bon, ça devait se faire. On rappelle 15 jours après en disant, bon, ça devait marcher. Et finalement, la podologue rappelle en disant, non, c'est pas possible, parce que mes collègues, en parlant des kinés, ne veulent pas de vous parce que vous êtes sourde. Et on voudrait quelqu'un qui entende au téléphone. Merci, au revoir. Alors, comme c'était le début, je ne travaillais pas. Alors, je peux vous dire que j'ai reçu comme une claque. Alors, retrouver la motivation, ça a été très dur. C'est là que je me suis dit, faut que je parte loin et que je me débrouille tout seul en créant sa propre clientèle. Et tant pis si ça sera long. Faire avec, quoi. Et puis j'ai dû attendre quelques années. Et ensuite, le secrétariat médical, être sur les plaques jaunes, puis compter sur certaines personnes. C'est dur pour nous d'être dépendants, hein, de demander à quelqu'un, c'est hyper dur, quoi. Donc, bon... Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler un tout petit peu plus tard, parce que je suis en pleine consultation, là. Ok. Merci, au revoir. Donc il y a différentes graduations de la surdité, hein. Surdité légère, les moyennes, les sévères, les profondes. Et pour ces différents niveaux de surdité, évidemment, on a des solutions technologiques, les prothèses auditives, hein, plus ou moins complexes, avec des perfectionnements plus ou moins sophistiqués. Donc après, une fois qu'on est appareillé, il faut vraiment apprendre. C'est pour ça que j'ai fait des cours d'orthophonie pendant 25 ans. Pratiquement 25 ans. Et, alors déjà, pour apprendre le ton, les tonalités,
Et tout ça, apprendre avec des appareils. À l'époque, il y avait le vibrateur. Maintenant, je ne sais pas si on fait ça. Donc, apprendre les différences comme que, ge, t, d. Tout ça, c'est un apprentissage depuis toute petite. J'ai mis longtemps à comprendre le gâteau. C'est pas venu tout de suite. Pour être honnête, vous me faisiez bien comprendre au bout de l'âge de 15 ans. Avant, on me comprenait mal. Si vous êtes un sourd avant l'apprentissage de la parole, grossièrement 18 mois, vous n'aurez jamais entendu, et donc par imitation, vous ne pouvez pas produire une parole correcte. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle une voix de sourd, qui va être une voix avec une articulation de mauvaise qualité. Vous la reconnaîtrez. Si vous n'êtes pas professionnel, vous allez dire « Ah mais celui-là, il a un accent ». En fait, ce n'est pas un accent, c'est une voix de sourd. Une voix qui est mal contrôlée, avec des forts, des faibles, qui ne s'adaptent pas trop à la situation du bruit ambiant. Et l'orthophoniste va lui apprendre à corriger sa voix pour qu'il puisse avoir la voix la plus satisfaisante possible, la plus compréhensible par autrui. L'enfant acquiert la parole, il parle, parce qu'il entend. S'il n'entend pas, il ne parle pas. C'est pas toujours facile d'annoncer le fait qu'on n'entende pas. Alors, je me suis dit, avec l'expérience, il serait peut-être plus préférable, en restant naturel, pour ne pas froisser les gens, leur montrer, bon voilà, il y a des prothèses, comme ça, les gens, ah, peut-être, elle n'entend pas, d'accord, donc il faut peut-être lui parler un petit peu plus fort. Les 3/4 du temps, c'est parler plus fort, même, alors que je ne lis que sur les lèvres. Dès que j'entends un bruit, je regarde la personne. Donc c'est ça qui me permet de m'orienter, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que je comprends la personne. Ça me permet de me repérer. Donc, et c'est vrai que quand les patients, quand je travaille, je ne regarde pas forcément la personne, mais automatiquement, avec l'expérience, les gens posent toujours la même question. Donc, ils m'attendent plus ou moins à ce qu'ils vont me poser comme question. Et ça m'arrive de ne pas les regarder et me dire, on m'a posé telle question. Alors, parfois, je réponds par oui ou par non. Puis parfois, même si je n'ai pas tout compris, il y a la personne... puis la personne se rend compte quand je n'ai pas compris. Bon, et puis c'est là qu'on arrive à parler. Mais en général, je m'arrête de travailler pour... parce qu'il y a quand même une rigidité. C'est aussi une profession où il faut être à l'écoute des patients. Et savoir... on a un petit rôle de psychologie aussi. Donc, échanger... et puis, en général, quand les gens viennent me parler de leurs problèmes, il y a une certaine confiance qui s'installe. Donc, montrer la confiance, quoi. Bonjour. Bonjour Laetitia. Ça va bien, hein? Ça va, il fait un peu froid, mais enfin ça va. Attention à la marche. Oui, merci, pardon. Ah, l'été, Oui. ça pousse plus vite en été ici. Oui, mais avec ça, là, je peux. Ça bouge pas comme l'été. Là, Et là, en ce moment, ça va. Ça va. Et il pousse moins vite en hiver aussi. Bon, heureusement, il y a certains patients qui l'acceptent bien. Hein. Ils ne vont pas prêter attention à ça. Du moment que je fais mon boulot. Voilà. En gros, c'est comme ça. C'est ça le point positif. J'étais en rééducation, puis là, où c'est que j'allais avant, je ne veux pas dire où c'était, où j'allais avant, il m'avait escaté le pouce. Alors j'ai dit, je ne sais même plus où c'est que je vais aller. Il m'a dit, mais madame Messèche, il y a une pédicure là, ici. J'ai dit, elle est bien. Alors il m'a dit, oui, mais bon, il y a un inconvénient, c'est qu'elle n'entend pas très bien. Alors que moi, je suis sourde un peu comme un pot, j'y avais répondu, bah, ça ira bien avec. Puis après, ben, on est arrivé. Bon, là, c'est vrai que la première fois, elle n'a peut-être pas trop causé, mais après. Oui, au début, on était un petit peu. Bah, et puis après, c'est facile. Ça vient tout seul, hein, ça vient tout seul. On la regarde déjà, on la regarde, et puis elle parle bien. Et puis, je m'arrête de travailler quand je vous parle.
faut que vous arrêtiez de travailler. Ouais, Ah parce que oui. sinon, il ne faut pas qu'il vous coupe. Ouais. Sinon, vous ne me verrez plus. Non, mais quand on vient ici, c'est une petite récréation. On se distrait avec elle, hein, c'est vrai. Oui, et puis, en général, on rigole beaucoup avec... Moi, je suis très bien reçue, elle travaille très bien, c'est tout ce que je demande. Le téléphone. Ça, c'est tout un frein quelque part. Par exemple, hier, il y a eu un problème avec mon secrétariat. Il y avait un nom de rendez-vous vers 3 heures. Il me dit, il est temps. Et puis après, il a fini de manger, il remonte pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Rien. Après, il me dit, il veut quand même vérifier mon emploi du temps. Donc, il rentre dans le site du secrétariat. Et là, il m'aperçoit qu'il y avait un message. Il y avait un rendez-vous à 1h30. Heureusement, je ne suis pas loin. Je suis arrivée ici, il était 2h moins le quart. La patiente, elle a attendu 20 minutes, quoi. La principale demande aujourd'hui qu'on porte au niveau de l'association va concerner le téléphone. On est convaincu que la mise en place de l'accessibilité téléphonique, via des temps horaires téléphoniques, via des solutions innovantes pour permettre l'autonomie face au téléphone, on est convaincu que c'est vraiment la condition pour la condition à l'autonomie des personnes sourdes dans leur vie quotidienne et dans la société. Le travail associatif tente d'améliorer l'insertion professionnelle des sourds. Quel est celui des pouvoirs publics ? En 1987, il y a eu une loi sur l'intégration professionnelle des personnes handicapées, qui a fait franchir un pas considérable à la question. En particulier, c'est elle qui a mis en place l'obligation de 6% au moins de personnes handicapées dans les effectifs des entreprises d'au moins 20 salariés. Et puis c'est elle qui a créé la fameuse AGFIP, c'est-à-dire le fonds qui collecte l'argent correspondant à ce qu'une entreprise doit donner quand elle n'atteint pas son quorum. Dans les entreprises, il y a des gens qui préfèrent encore payer plutôt que d'avoir des personnes handicapées dans leur boîte. Évidemment, il y a des entreprises qui, pour le moment, préfèrent, comme on dit classiquement, préfèrent payer. Ce qui n'est pas la majorité. Je rappelle au passage une petite idée reçue. On dit souvent les entreprises préfèrent payer. Sur les 110 000 établissements qui sont assujettis à l'obligation d'emploi, il y en a une moitié qui ne payent pas, c'est-à-dire qui satisfont à l'obligation d'emploi uniquement avec des personnes handicapées en poste ou un accord d'entreprise. En 2005, une nouvelle loi adoptée à une très large majorité reconnaît enfin la place des handicapés dans tous les domaines de la vie sociale, y compris dans la vie professionnelle. La loi, elle a changé beaucoup de choses. Déjà, elle a donné une définition du handicap. Et elle a écrit une philosophie. C'est-à-dire que toute personne qui a un handicap, en fait, c'est pas de son fait. Et donc, la société, dans son ensemble, doit l'intégrer en tant que personne et de compenser son handicap. Et j'allais dire que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une philosophie très importante, ça. Alors que c'était pas écrit comme ça avant. Mathieu a 29 ans. Depuis 4 ans, il est menuisier à la mairie de Paris. Il a passé son CAP et son BEP à l'Institut national des jeunes sourds de Paris. Sourd profond, il ne lit pas sur les lèvres et ne réalise pas. La langue des signes française, instituée langue officielle par la loi de 2005, est son principal moyen de communication. La langue des signes au début, c'est relativement compliqué. Par contre, Nicolas a l'habitude de s'occuper de personnes malentendantes, puisqu'il y a quelques années, nous prenions des élèves de lycée spécialisés, et donc ils venaient ici en stage pendant 3 semaines. Et c'est pour cela que nous avons accepté la venue de Mathieu, parce qu'on a quand même un support qui est Nicolas, et à partir de là, nous, on a fait l'effort d'apprendre la langue des signes, même si c'est loin d'être
peut-être bien, quoi. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est vraiment les prémices. Mais on arrive comme ça à communiquer avec Mathieu. Mais c'est pas très difficile de communiquer avec lui parce qu'il est relativement expressif, il s'intègre très bien et on comprend malgré tout ce qu'il essaye de nous dire et on arrive quand même à communiquer. C'est pas franchement compliqué. C'est les deux, c'est un échange. Il faut que les entendants et les sourds fassent des efforts. Donc on peut passer par le mime, signer, par exemple écrire, pour faciliter la communication. Si je ne comprends pas des mots, bon, ben, ou on me réécrit d'autres mots, ou sinon on passe par le mime. Mais c'est vrai que pour avoir une communication à caractère profond, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plutôt discuter, mais avoir une communication un peu simple. Après, c'est vrai que si les gens connaissent la langue des signes, c'est quand même plus facile pour moi. Ne pas entendre une machine qui fonctionne est source de danger pour un sourd. Des aménagements de poste deviennent indispensables. Sourd à 80%, Grégoire a 25 ans. En primaire, il était dans une école pour enfants sourds. De la 6e à la 3e, ses parents l'orientent vers une école spécialisée pour les sourds qui souhaitent oraliser. Enfin, il a obtenu son BEP et son bac pro dans une école d'entendants. Aujourd'hui, il travaille dans ce restaurant depuis 5 ans et suit actuellement une formation pour devenir seconde cuisine. C'est facile maintenant. Oui, au début, mais ça ne colle pas. Maintenant, au début, après, t'as petit. T'as pas. Ouais, je sais pas. On prend juste un compo. Après. Grégoire, c'est un curieux, donc forcément ça va facilement. S'adapter, c'est s'adapter et adapter ses collègues. Parce que bon, on est dans une cuisine, on est dans un endroit qui bouge beaucoup, où il y a du bruit, où il y a des choses dangereuses, puisqu'on travaille avec des couteaux, du matériel chaud, etc. Donc il faut sensibiliser les collègues à bien être toujours en face et ne pas crier chaud comme dans toutes les cuisines du monde où on arrive derrière avec une casserole on dit chaud. Non, là, quand on doit le déplacer ou n'importe quoi, là on va plutôt lui donner une tape sur l'épaule et il comprend tout de suite. Par contre là, avec ses collègues, il doit corriger le tir. D'accord ? Vas-y. Dans le cas de Grégoire, je peux vous dire que ça a été très très vite parce que Grégoire leur a montré tout de suite qu'il avait envie. Donc là, après ça va très vite. C'est surtout ça. Voilà. Là, il commence à être bien. D'accord. Encore un petit peu. Sucre. Ouais, sucre. Le sucre avec un fond d'eau. Tu lances un caramel et après on va déglacer avec le vinaigre balsamique. Ça tient bon là. Merci Grégui. C'est une relation fusionnelle avec Grégoire. On s'entend très bien. Très très bien. Je pense qu'il dégage une chaleur et une joie de vivre, à mon avis, bien plus supérieure que la nôtre, quoi. Je pense. C'est-à-dire qu'il a un côté... je veux dire, en le voyant à son poste, qu'il occupe en cuisine, on se dit que les autres n'ont pas le droit à l'erreur. Vous voyez? Ils n'ont pas le droit de se rabaisser ou se dire je suis fatigué ou j'ai du mal, je comprends pas. Non, ils n'ont pas le droit. Forcément.
Il impose le respect, jeune homme. Tu préfères oraliser? Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour avoir du temps. Quand tu vas te parler, tu peux dire, t'as pas le temps. Tu ne pas, t'as aussi, plus vite. Oui. Parce que d'habitude, sur la société médicale, j'ai l'habitude de prendre la parole de Clément. Vous voyez? Ah oui, non, là, on est passé en déplacement. Vous l'avez sur le site. Bah, c'est l'idée Clément. Ça s'appelle l'idée Clément. Ça. Quand l'appareil auditif traditionnel n'est plus efficace, il est relayé par un implant appelé cochléaire. Placé juste sous la peau, cet implant remplace littéralement l'oreille déficiente. On parle dans le milieu médical d'une oreille bionique. Dans quelques années, Grégoire oralisera beaucoup mieux car maintenant, il va pouvoir s'entendre parler, se familiariser avec le son de chaque mot et il pourra téléphoner. Ah, d'accord. Là. D'accord. Bon, moi j'ai envie d'essayer. On va essayer tout pour voir. Et non. C'est difficile, je sais. Bonjour Grégoire. Il n'y a rien. Non, parce que j'ai pas mis fort. Là, il n'y a rien du tout. Bon, on va mettre plus fort. Attention, je vais parler fort pour voir. Oh! Vous allez compter. 1, 2, 3, allez-y et écoutez. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5. C'est déjà mieux. Encore. 4. Tout à l'heure, quand vous m'avez donné votre date de naissance, je sais, le 4 et le 5, vous ne le prononcez pas bien. Alors, on va recommencer. Est-ce que pour moi, quand je parle, il y a une différence? 4, 5. 4, 5. Encore? Encore? 4. Alors, moi je dis 4, vous dites 4. Non, écoutez. Vous dites 4. Vous dites 4. Moi je dis 4. C'est pareil ou pas? Écoutez. 4, 4. 4, 4. Allez-y, 4. Eh ben voilà. C'est beau. Eh ben voilà, on a déjà commencé. Ah ouais, c'est beau, parce que le 4, je peux vous dire qu'à chaque fois, Ouais. je dis c'est pas 4, c'est pas 5 que tu... Alors, on recommence. Arrêtez-vous là, Et il faut savoir qu'il y a 3 semaines à peu près, le chef avait pris son samedi. Donc le samedi, normalement, c'est une grosse journée, mais bon, on était staffé suffisamment. Et il s'avère qu'on a failli battre le record et Grégoire nous a fait les 2 services et il a quasiment envoyé 400 couverts. Responsable du matin au soir et super. Bon, le soir. Le soir, c'était la fête. Il est vrai que moi, je n'ai pas connu la période d'adaptation. A priori, c'est vrai que ces gens-là ont besoin d'un peu plus de temps afin de s'adapter. Mais une fois cette phase d'adaptation passée, c'est vrai que ça devient des gens extrêmement performants. Parce qu'ils ont cette faculté du détail, de la précision, de la concentration. Si vous voulez, nous, on va parfois être perturbés par des sons, des paroles qu'on entend autour de soi. Lui, il y a quasiment une bulle autour de lui et tout est centralisé sur son travail, quoi.
Eh bien, je pense que les deux choses sur lesquelles en fait j'ai pu travailler avec Grégoire et qui m'ont fait grandir moi aussi, hein, je pense que c'est la sagesse et ce côté posé où vous êtes constamment obligé dans un métier où on a beaucoup de stress, beaucoup de speed, beaucoup de travail très rapide, à contrôler ça, avoir des moments très calmes, très posés, à être obligé effectivement de prendre du temps. Et ça, je pense que c'est très très bénéfique. En étant objectif, je pense que même un handicap, quel qu'il soit, même minime comme celui de Grégoire, ça fait toujours peur à un entrepreneur. Et je pense qu'effectivement, je n'aurais pas franchi le pas si la DRH et la politique du groupe, notamment, étaient de faire évoluer ce genre de personnes au sein de nos structures. Donc, de moi-même, je ne l'aurais pas fait. De nombreuses directions des ressources humaines de grandes entreprises sont épaulées par une mission handicap. Quel est son rôle ? Alors une mission handicap, c'est une équipe qui se met en place quand l'entreprise décide de se mobiliser sur le sujet du handicap. Au départ, une mission handicap dans une entreprise, c'est un combat, c'est un vrai combat. Pour convaincre déjà les dirigeants qu'elle a nécessité d'exister et qu'elle a son utilité. Après, il est clair que si on n'a pas l'écoute de la direction générale, on n'avance pas. Bien préparer la venue de cette personne. Et alors là, oui, là, les gens sont à l'écoute parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne va pas être une charge pour eux. Ça va être, ils s'aperçoivent tout de suite que ça va être aussi pour eux, comment dirais-je, un stimulus pour progresser aussi sur le plan personnel. En revanche, si on prépare mal cette arrivée sur l'équipe, on peut avoir l'effet totalement inverse. La personne peut être mise de côté malheureusement. Et donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc ça, c'est le rôle de la mission handicap. Diego, 27 ans, est sourd à 90%. Futur ingénieur, il prépare une licence professionnelle maintenance aéronautique dans un IUT. Dans le même temps, il est en formation alternance chez Thales à Toulouse. La mission handicap de l'entreprise a eu son utilité dès son arrivée. Et la première rencontre avec mon rang, c'est les responsables ressources humaines pour expliquer le contrat de travail, apprentissage, de corriger les règlements internes. J'ai pris des cours du soir pendant 2 années pour apprendre les bases du langage des signes. Voilà, c'est plutôt une démarche personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que je trouve intéressant, c'est quand je vois le regard des autres, quand je leur parle en langage des signes, je trouve que ça, c'est une certaine richesse et je me dis, j'ai bien fait de l'avoir fait. Je suis déjà surprise qu'elle connaît peu langue des signes et m'a posé des questions, ça va, tu fais quoi, études? Ça me sent à l'aise de communication. J'ai envie de parler, mais c'est trop bavardé. La particularité, effectivement, c'est lorsque les personnes sont amenées à assister à des réunions, parce que là, il peut y avoir un brouhaha, et il est difficile pour un sourd de suivre plusieurs personnes à la fois. Donc je pense que par rapport à ça, c'est une vraie difficulté. Donc c'est à nous après d'imaginer effectivement des supports visuels en visualisation, ce qui permet d'atténuer aussi les temps où la personne ne peut pas capter toute l'information. Donc d'avoir le support, ça lui permet de se recentrer sur le sujet. Je suis collègue de Diego. En fait, quand il a du mal à téléphoner, donc quand il a besoin, il me demande. Alors je téléphone à sa place. Voilà. Pour diverses choses. Quoi d'autre, par exemple? L'autre jour, c'était pour l'inscrire au rugby. Donc allô, bonjour, je suis intéressée par le rugby. Ah oui, ouais, c'est une solution. Donc, tu as fait un compte rendu de test? Tu as rédigé un compte rendu de test? Oui, compte rendu. D'accord. C'est fait noter. D'accord. Et il a vérifié, Jean-François? Elle est venue
à côté Sandra de François. Sandra. Elle a déjà vérifié le compte rendu. D'accord. Je dirais on peut très bien communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas forcément notre langue. C'est la même situation, il faut s'assurer qu'on ait compris. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un effort supplémentaire à fournir pour s'assurer d'avoir une communication, je dirais, fluide. Il y avait 2 jours de prévu pour apprendre à passer des tests sur le banc. Et j'entends les bruits, quelqu'un. Et tu vois. Donc je répète. Donc, on avait prévu... Depuis 4 ans, Diego dispose d'un implant cochléaire comme Grégoire, ce qui le rend parfois plus sensible que les entendants aux bruits ambiants. Mais le problème, comme on dit, notre voisin, on entend déjà du bruit. Et déjà, on entend des bruits. Et on n'arrivait pas à mettre un fermé pour empêcher les bruits internes. Pour moi, je vais dire, je rêve dans le futur pour l'entreprise. Ça sera mieux que les personnes qui viennent un nouveau poste de travail. Il y a beaucoup de malentendants et choses comme ça. Pour moi, c'est important pour soulager. Tu peux étudier entre entendants et sourds ou malentendants. Ils viennent réunis pour l'avenir. Il faut trouver les moyens qui permettent aux sourds de travailler à égalité d'efforts avec ses collègues valides, d'avoir des moyens pour communiquer et d'avoir les moyens d'avoir son évolution de carrière, c'est-à-dire pouvoir suivre des formations comme tout le monde, pouvoir suivre le parcours classique d'un salarié dans l'entreprise. Emmanuel, 36 ans, travaille comme vendeur depuis 7 ans dans ce magasin de Villiers-sur-Marne. Il a suivi sa scolarité dans un institut spécialisé pour jeunes sourds. Avant, il y avait une fois ou 2 fois par an. Il y avait au moins 30 ou 60 personnes dans une salle sur la trapette pendant 2 heures. Pour la première fois, je n'ai pas compris. C'était une déjà depuis 10 ans. Maman, c'est la première fois. Je ne m'appelle plus, je ne suis pas content, je ne suis pas content. J'ai dit à Mosef, il n'a pas d'interprète, c'est pas normal. Ah bon? Ah bon? Ah bon? On est 3 jours. On n'arrive pas à comprendre, donc vous parlez pendant 2 heures. Ah bon, on va apprendre la prochaine fois. D'accord. Un moment, quelques mois plus tard, il y avait la réunion. Encore pas d'interprète, il n'y en a pas. J'ai rien dit. Au bout de 10 minutes, je suis levé devant le public, je suis parti. Il m'a dit, si, ça donne à apprendre dans le son, parce que ça, l'interprète, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Je me rends fou, je suis parti. Et tous mes collègues étaient surpris. Pourquoi tu es parti, pourquoi? Après, il est venu me voir, le chef est venu me voir. Pourquoi vous êtes parti, pourquoi? Je dis, papa, je ne peux pas comprendre. Si je n'ai pas compris, je répète, vous êtes énervé, je sais, c'est pas la peine, il faut être tranquille, lui, pareil, il est parti. Il commence à comprendre. Et après, encore une réunion, plus tard, il est venu avec l'interprète. Ah, ça me soulage quand même. Amadou est sourd profond, donc ça veut dire qu'il n'a jamais entendu et qu'il n'entend pas. Alors qu'Emmanuel est appareillé. Donc la communication avec Emmanuel est beaucoup plus facile, puisqu'il me comprend et il parle. Mais vous avez le bas là qui va sur le... Ah non. C'est que ça. Le plus simple, c'est le barbecue. Vous voulez prendre lequel? Non, parce qu'il me faudrait ça, je pourrais les prendre les joues, mais je voudrais aussi le bas du caisson. C'est là-bas. Je l'ai trouvé ici, là-bas. Les tablettes, les barbecues. Venez. Normalement, ça doit être ça. Ça. Non, 2 mètres. 1 mètre le caisson. 1 mètre, non, c'est pas avec ça. Vous avez des caissons de 50? 1 mètre, et ça peut être ça. Mais la couleur, je ne vois pas. Il n'y a
pas de blanc. Non, 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 rien. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Avec mon appareil, ça va. Sans l'appareil, j'ai du mal à communiquer. Parfois souvent, la pine, j'ai épuisé. Ça peut coincer, elle m'énerve. Je lui dis, il parle doucement, pour que je comprenne. Ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup. Voilà. Ah, lequel? Attends. Voilà. T'as pas bien? Oui. Je le découpe avec une sauteuse. Découpé? Ouais. Avec un Non, cutter. pas découpé. Non, moi, chez moi. Ah oui, vous pouvez. Avec un cutter, c'est mieux. Ouais, Parce qu'avec la sauteuse, il va casser. Non? C'est du carton, ça, ou c'est du bois? T'as parlé? Je vais faire avec un cutter. Même avec la main, il peut couper avec la fille. D'accord. Merci. Voilà. J'ai vu l'oreillette, j'avais compris qu'il était malentendant, alors j'ai parlé tout doucement. Et là, il m'a bien compris. Et maintenant, c'est vrai qu'on s'habitue à des personnes, entre guillemets, handicapées, dans les caisses et tout, et comme c'est bien signalé, alors on essaye de s'adapter à eux, en fait. C'est pas eux de s'adapter à nous. Et parfois, on a bien un enfant, il s'est fait perdu, un enfant toujours, il est perdu. Là, les vendeurs, ne savent pas quoi faire, ne savent pas communiquer avec un enfant qui est sourd. Alors, il a téléphoné à mon chef. Il a dit que moi, je n'allais pas, mais moi, je ne suis pas là, je suis parti. Mais heureusement, il était là. Alors, lui, il est allé voir. Lui, papa et maman. Comme ça, papa, il a un peu compris, mais il a angoissé. Il ne dit pas, il a peu peur. Et ça, un exemple. Il manque d'ici. Il manque beaucoup. Sur l'étiquette, là, on voit pas la dimension? Non, pas du tout. La dimension, c'est ça. Vous voyez? Là, c'est 3. 3. Et là, c'est 1. Vous voyez? Non, ça, c'est 3. 1, c'est Voilà, c'est ça. Ça, c'est une chose. Oui. Ça, c'est 3. C'est couette, Là, indice c'est de ça, chaleur 1 ou 3. 3. Là, c'est celle-ci, Miss Astra. Voilà, c'est ça. Chaude. Ça. Parce que là, elle est à 12,95. Ici, du sol, on s'ennuie beaucoup. Apparemment, beaucoup. Parce que quand je m'arrive la première fois, j'ai dit à connaître à Mathieu. Il travaillait en bas, il marchait au travail, au premier étage. Il était séparés. Mais heureusement, à midi, on marchait ensemble pendant 1 heure, pas plus. Mais quand on était séparés, au boulot, on s'ennuyait un peu. Vraiment, on s'ennuyait un peu. Parce que tous mes collègues, ils parlent des questions, des limites. Des questions, des limites. Mais nous, ça va, bien, travaille beaucoup. Oui, ça va, mais c'est tout. C'est général, comme ça, on me dit. Et quand j'ai cherché une pote dans le travail, j'étais là avec lui, c'était marrant. Mais ça me faisait beaucoup. Pas sérieux. Bon, après, grâce à moi, je lui ai apporté beaucoup de choses pour lui. J'ai beaucoup traduit pour lui. Et en plus, on a des nouvelles, des choses, des nouvelles, la politique, des informations, tout. Ah, ça m'ennuie, moi. Ça me ratagne un petit peu aussi. Voilà. Quand ils traînent les meubles, c'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent pas compte et ou je pense que des fois ils s'en rendent compte mais ils s'en moquent. Donc ça les fait beaucoup rire, qu'on soit gêné, pas eux. Maintenant, on essaie de faciliter le quotidien d'Emmanuel et Amadéou parce que ils ont des obstacles que nous n'avons pas. Notamment, par exemple, Emmanuel, qui quand même parle et communique. Sa femme est sourde profonde, je crois, et son enfant aussi. Donc, forcément, il a besoin, à un moment donné, d'aller à l'école ou de se déplacer. Il est le contact privilégié de la famille. Donc, je suis obligée de lui donner... Enfin, je suis obligée. Je me sens obligée, en tous les cas, de lui donner des disponibilités. Donc, forcément, je suis beaucoup plus flexible avec eux deux. Et la direction, quand j'ai dit je parle évidemment de l'encadrement en général. Le but est aussi de les considérer comme des travailleurs lambda, quoi.
tout en essayant d'adapter leurs conditions de travail à leur handicap, sans pour autant les favoriser ou les privilégier. En France, 20% des sourds sont à la recherche d'un emploi. Comme tout citoyen, ils ont à leur disposition une agence pour l'emploi, appelée Pôle citoyen sourd. Malheureusement, ce pôle parisien est unique en France. Souvent quand je laisse des messages sur les répondeurs des entreprises, des patrons, tout ça, donc suite aux annonces NPE, donc là très rarement je fais part de la surdité pour, on va dire, maximiser la chance qu'ils me rappellent. Et puis là, donc effectivement, là j'ai des contacts, et puis après, bon, dès lors que je vais évoquer la surdité, alors que c'est eux qui m'ont rappelé, donc ce qui veut dire qu'à un moment ils étaient intéressés, tout à coup ils ne le sont plus. La première chose que j'ai envie de dire à un directeur, un responsable d'entreprise, c'est simplement que rien que l'entretien, ça n'engage à rien. Et très souvent, il y a déjà une barrière à ce niveau-là, c'est-à-dire que les personnes acceptent très rarement, ne serait-ce que d'accepter de rencontrer la personne sourde, même qu'elle aura les diplômes, les compétences. Notamment, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui pensent que parce que la personne sur son entretien d'embauche va être accompagnée par un interprète, que ça signifiera que l'interprète devrait être présent au quotidien, alors que bien évidemment, ce n'est pas le cas. Après, la personne va apprendre ses tâches, son métier, avec éventuellement une formation là, avec l'interprète, et après, de toute façon, on va devenir autonome. Et après, au niveau de la communication, des solutions existent et se développent même, qui vont pouvoir être mises en place pour justement que le travail puisse se faire tout à fait normalement et le plus efficacement possible. Isabelle, 34 ans, est sourde profonde et n'est pas appareillée. Pour communiquer, elle lit sur les lèvres et oralise. Titulaire d'un DUT statistique et traitement informatique des données, elle travaille depuis 1 an comme analyste de risque pour le groupe BNP Paribas. Je voudrais dire quelque chose aussi. Pendant la procédure d'entretien, j'ai toujours été accompagnée en fait par la DRH, spécialiste du handicap ici. Donc, les interprètes sont venus pendant l'entretien, mais ça ne voulait pas dire que je ne pouvais pas parler moi, à l'oral. Donc, l'interprète a compris aussi ça. Et moi, j'ai besoin de l'interprète pour être sûre de comprendre les questions qu'on me posait. Donc du coup, pour avoir une communication à égalité ensuite dans les réponses. C'est pour ça que c'était important l'interprète. Mais sinon, je peux parler à l'oral. Alors au début, il fallait un petit peu de temps. Il a fallu un petit peu de temps à l'équipe pour s'habituer, s'adapter à moi. Avec des méthodes du coup différentes de travail. Par exemple, moi, il faut me parler en face, parler doucement, articuler. Oui, on a eu une réunion ce matin entre 9h et 11h. On a fait le point des CTRS. D'accord. Je dois revenir sur la table à laquelle on va livrer nos analyses sur la réunion. Donc ce serait bien qu'on se voit pour savoir ce qui est toujours en cours et ce qu'il reste à faire pour savoir si oui ou non on est toujours sur le 4 novembre. Vous pouvez adapter T-1 de sorte que les utilisateurs... Dans la V400, il y a une garantie rattachée au tiers. Rattachée au tiers, qui n'existe pas en V316. Le code garantie, c'est E02. Je te l'envoie. D'abord, je parle avec elle, et si je sens qu'elle comprend pas, à ce moment-là, je prends un post-it, j'écris sur le post-it, et on communique, en fait, elle et moi, on communique plus comme ça, par post-it. Avoir des personnes qui ont ces comportements dans nos équipes sert à montrer l'exemple aux autres, en fait, et de dire que les personnes handicapées peuvent
aussi bien faire et que si ces personnes-là arrivent, tout le monde doit y arriver. Isabelle a rendez-vous avec un collègue sourd qui travaille pour la branche mutualiste du groupe. Dans son travail, il dispose d'une technologie qui lui permet de téléphoner comme les entendants. Elle est venue découvrir ce système qu'elle utilisera dans l'avenir. Christophe appelle un interprète qui se trouve dans une plateforme téléphonique professionnelle. Cet interprète contacte pour Christophe l'interlocuteur qu'il souhaite joindre et, durant l'échange téléphonique, va traduire leur conversation. Christophe Moto de la société BNP Paribas Mutuelle prend contact avec vous. Et cette personne étant sourde, elle utilise le service Tadeo qui assure l'interprétation de la communication. Oui. Et cette personne voudrait être mise en relation avec le service facturation, s'il vous plaît. Je vous mets en relation. Oui, d'accord. Bonjour madame, donc en fait je vous appelle par rapport à un dépassement d'honoraires de 150 €. Donc pour la patiente Maryse Marnier. Attendez, je regarde. Je fais 271,70 €. Parfait, c'est bon pour moi. Voilà, pour les petites interventions, c'est pareil. Et puis Et que rien. je pourrais faire mes calculs. Merci, au revoir monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je me fais comme un autre. J'ai la même compétence que les autres. Avec une petite dame, ma femme, c'est pas toi. Bien. On prévoit qu'en 2015, les grandes entreprises seront équipées de ces nouveaux moyens de communication mis à la disposition des sourds. Seulement, les interprètes diplômés en langue des signes française sont actuellement en nombre très insuffisant et il faut 3 ans pour les former. En 2007, la députée Marianne Monchamp a proposé un amendement dont l'objectif était de faire financer le besoin d'interprètes en langage des signes des futurs centres relais. L'amendement n'avait pas été retenu. C'était ça l'intention, qu'effectivement tout le monde s'associe et que à partir d'une contribution minime pour chacun de nos compatriotes, on puisse mettre à disposition pour le téléphone déjà une plateforme, un centre relais dans lequel des opérateurs seraient l'interface entre la personne sourde et le reste du monde, eh bien je crois que c'était une idée tout à fait importante qui d'ailleurs fait son chemin. Ce qui a cloché en 2007, ce qui fait que l'amendement n'a pas été retenu, c'était ce principe de faire payer plus tout le monde. De mon point de vue, c'était soutenable parce que dans l'offre téléphonique, une part infime de contribution aurait été soutenable. Mais bon, le gouvernement en a décidé autrement. Ça a quand même permis de mettre l'accent sur ce besoin qui aujourd'hui est largement en train d'être, comment dirais-je, traité par des opérateurs privés. Mais c'est vrai que l'idée de se dire que demain, des salariés sourds pourront téléphoner comme tout le monde, échanger comme tout le monde avec un simple outil qui va leur permettre du coup de travailler vraiment à égalité avec les entendants, ça c'est un projet fabuleux. Messieurs les chefs d'entreprise, il serait temps que vous bougiez un petit peu là-dessus. D'autant plus que la GFIP a fait une enquête et a fait la démonstration que 93% des employeurs qui avaient embauché des personnes en situation de handicap étaient satisfaits d'eux. La conduite de changement dans les entreprises, il faut faire changer les mentalités. Et puis on participe, je dirais, à un acte qui permet à des gens, à des talents, de pouvoir s'exprimer alors qu'on était bien bêtes de les laisser de côté sous prétexte que on ne connaissait pas leur handicap ou que leur handicap nous faisait peur. Pour beaucoup, on pense que le handicap est synonyme d'incapacité de travailler. Voire, plus le handicap est grave, plus on pense que la personne n'est pas du tout capable de travailler, alors que ce n'est pas vrai.
À l'école, j'ai jamais vu personne handicapée. Au lycée non plus. À la fac non plus, voilà. Hein, donc, ils faisaient pas partie de notre environnement. On les voyait quasiment pas. Là, on parlait de la loi tout à l'heure. Ce qui va vraiment changer les mentalités en France, c'est que les enfants handicapés qui vont aller à l'école, moi j'ai des petits enfants, ils vont aller à l'école avec les autres. Là, du coup, le regard des enfants, des jeunes, va complètement changer. Ce seront des personnes comme les autres. Donc voilà, ils feront partie de leur environnement, ils ne seront pas cachés dans un établissement spécialisé, etc., etc.